Hervé Bizel est né en 1959 à Perpignan, aux Pyrénées-Atlantiques, où il passe son enfance, ainsi que près de Aix-en-Provence. Chut, s'il vous plaît. Après une scolarité chaotique, il quitte l'école à 15 ans et travaille comme garçon de café. Il intègre quelques années plus tard l'école hôtelière de Nice, le temps de s'apercevoir qu'il est un bon cuisinier, mais peu créatif, et donc pas dans l'époque, qui quitte Escoffier pour la nouvelle cuisine et le service à l'assiette. Passionné par le vin, le titre de meilleur jeune sommelier de France le lance en 1980 dans un parcours étrange où il sera tour à tour sommelier, dirigera un bar à vin, une cave, puis une société informatique dédiée à l'information dans le vin, avant d'être journaliste dans le monde du vin et de l'agroalimentaire, travaillant de longues années, entre autres, aux côtés de Jean-Pierre Coff. En 1998, il tombe amoureux d'un petit bout de Grenache, centenaire, dans la vallée de l'Agly, et décide de tout lâcher et faire quelques barriques de vin dans un garage en location, sans un sou, sans enjeu, juste pour tenter de comprendre enfin le mystère du vin. 25 ans après, le Clos des Fées est un domaine réputé dans le monde, qui illustre cuvée après cuvée sa vision du vin, dont les mots-clés sont maturité, fruits, équilibre, plaisir et émotion. À ses heures perdues, il écrit un blog, que je vous conseille d'ailleurs vivement, depuis plus de 15 ans, dans l'espoir de transmettre une époque à ceux qui viendront après lui. Sur le site Wine Searcher, quelques bouteilles de son pinot noir, fait en collaboration avec un grand vigneron de Vaudne-Romanée, Jean-Yves Bizot, dépassent désormais les $2000 US. Il illustrant une conception du vin en rupture avec les idées reçues et le système de caste des AOP françaises. Pour lui, c'est l'homme qui fait le vin et pas le terroir. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Hervé Bizel. Bonsoir à tous. Merci au professeur Xavier d'avoir bien chauffé la salle, d'avoir bien dissipé en fin de journée comme ça. Je vais essayer de vous calmer un peu et on va commencer ensemble à écouter un peu de chant tibétain. Le chant tibétain, c'est très important en fait. Ça vous permet de vous remettre à vibrer en fait dans ce fameux Om qui permet de caler sa voix. Je vous dis tout de suite, je ne suis pas content d'être là, j'ai rien à faire ici et je suis un peu grognon aujourd'hui, donc je ne suis pas sûr que ça va bien se passer entre nous. En réalité, quand le professeur Xavier m'a appelé en avril, il m'a parlé 5 minutes au téléphone et il m'a dit qu'il me faisait confiance et que j'allais parler de ce que je voulais en fait. Il pensait que j'allais parler du vin. Et moi en fait, j'ai plusieurs spécialités, je suis autre chose que vigneron. Et j'ai feuilleté un peu des sujets en fait qui pourraient vous intéresser. Le tantra en particulier, vous allez revivre dans votre... Voilà, il y a des amateurs. Dans votre vie. J'ai pensé aussi à un autre sujet qui pourrait vous intéresser. J'ai hésité un peu. Parce que là aussi, vous allez y être totalement confronté dans votre future vie professionnelle. Vos parents ont été confrontés à ce moment formidable où tout le monde prenait du LSD dans les années 70. Et vous allez être confronté bientôt dans ce moment où ça va être considéré comme un médicament et où on va vous le prescrire en fait chez le médecin dans une dizaine d'années. Et puis j'ai pensé aussi à la réflexologie plantaire parce que c'est important, la réflexologie plantaire, ça permet de se détendre, ça permet de se relaxer. Et je vous encourage à en proposer des séances à vos collaborateurs plus tard. Et puis en fait, je suis revenu à l'origine, en fait, malheureusement, au vin. Et je me suis dit que le vin, c'était un milieu formidable, c'était un monde merveilleux. Et qu'en fait, il y avait une vision du vin particulièrement intéressante, très brillante, qui était vraiment juste et qui pouvait peut-être vous emmener à avoir une version différente du vin. C'est la mienne, bien sûr, et je vais essayer de vous la partager un peu. On ne va pas beaucoup parler de vin, parce que du coup, j'ai à peu près 35 à 40 minutes pour essayer de vous intéresser. Parce qu'après, je vous proposerai une expérience de dégustation. On va quand même boire quelque chose ce soir. Mais on va boire quelque chose avec 2 produits qui n'existaient pas en fait il y a 10 ans, et qui ont été créés, l'un par un fromager et l'autre par moi, pour essayer de rester dans le thème en fait, de la créativité, de l'imagination, de la rupture, qui est en fait le sens de mon expérience de vigneron. Comme l'a dit très vite Xavier,
on m'a offert il y a 25 ans, pendant un Noël un peu étrange, un livre sur le lâcher-prise. Un grand classique de Guy Finlay que je vous encourage à lire. En l'occurrence, le lâcher-prise, c'est une conception de la vie qui dit, voilà, au lieu de toujours lutter pour arriver vers un but, je vais m'arrêter, je vais vider entièrement ma vie et je vais voir ce que la vie me propose, comme si une force un peu mystérieuse, que certains d'entre vous appelleront Dieu, d'autres une énergie universelle, l'univers tout court, savez mieux que vous ce qui est intéressant et dans quoi vous allez vous réaliser, en fait. Ce qui est très important pour moi, la réalisation. Et j'ai lu ce livre, ça m'a passionné. Je luttais à l'époque depuis des années pour trouver ma place dans la société. J'ai quitté l'école à 15 ans, j'étais totalement en rupture du système scolaire, en réalité. Et donc, ce livre, en fait, m'a donné envie d'essayer. Et j'ai tout arrêté dans ma vie. J'ai démissionné de toutes mes activités professionnelles. Et j'ai commencé, en fait, à... Je vous dis, en fait, j'en étais là. J'ai commencé à faire du vin. Et étrangement, c'est parce que j'ai acheté ce livre sur le lâcher-prise que j'ai commencé. Parce qu'en fait, faire du vin aujourd'hui en France, sans argent, c'est absolument impossible. Vous avez tous entendu parler de personnes qui ont vendu leur entreprise, qui s'achètent des vignobles, de gens qui héritent de leurs vignobles. Mais aujourd'hui, démarrer dans le vin, en fait, c'est à peu près impossible. C'est à peu près impossible, pourquoi? Alors ça, qui suis, je vous le dirai tout au long. C'est difficile parce que le monde entier, le monde du vin, est basé sur un monde de domination, comme à peu près le reste du monde, qui a été très bien expliqué par cet homme que vous reconnaissez sûrement, qui s'appelle Pierre Bourdieu, qui a très bien expliqué que ce que l'on dit d'abord est important, mais l'endroit d'où on le dit est important. Donc, bien sûr, je suis vigneron, on m'a présenté comme vigneron, mais je suis, je crois, autre chose que vigneron, et c'est cette autre chose, en fait, qui vient parler à vous aujourd'hui. Le monde du vin, il est compliqué parce que dans le vin, encore plus qu'ailleurs, on a besoin d'un capital financier, d'un capital social, d'un capital culturel et d'un capital symbolique, qui sont ces fameuses 4 qualités que vous avez globalement tous. Hein, le financier, peut-être pas, parce que certains se sont endettés ou vos parents se sont endettés, mais en tout cas le capital social, c'est-à-dire le réseau que vous avez constitué, le culturel, tout ce que vous allez apprendre, ces fameux habitus de Bourdieu, et ce symbolique, en fait, hein, le fait que vous êtes des futurs dominants dans la société, vous donne en fait des droits et vous assure en fait une position dans la société. Quand vous arrivez dans le monde du vin, en fait, sans rien, vous êtes totalement lié à ce mépris du reste du monde du vin parce que vous êtes un journaliste qui fait du vin. Et sans argent, en fait, c'est totalement impossible. Voilà la photo du garage en location dans lequel j'ai commencé à faire du vin, tout simplement parce que j'ai cru qu'il était possible de faire du vin et que justement, je n'y ai pas mis d'enjeu au départ, ni d'ego, ni financier. Et ça, c'est très important parce que, en général, quand vous allez entreprendre dans votre vie, il y aura toujours quelque part l'ego ou l'envie de gagner de l'argent et l'envie de simplement faire quelque chose et quelque chose à laquelle je vous invite à vous reconnecter de temps en temps. Pourquoi c'est impossible de faire du vin? Parce que d'abord, c'est une industrie lourde. C'est une industrie lourde dans le sens où il faut acheter des vignes. Il se trouve que chez moi, elles ne sont pas chères, heureusement, mais un hectare de vigne aujourd'hui, ça va entre 10 000 € l'hectare chez moi, et globalement, on va dire que les vignes les plus chères qui se sont vendues, c'est une prise de participation dans Petrus il y a quelques années. Petrus a fait 14 hectares, et un milliardaire brésilien a acheté 20% de Petrus pour 200 millions. Donc 200 millions, 1 milliard, c'est facile. Vous divisez par 14. Et l'autre grande vente qui a été importante, c'est celle du Clos de Tare par Bernard Arnault, qui a payé le Clos de Tare en Bourgogne 32 millions € l'hectare. Donc la vigne coûte cher. Il faut en plus acheter des bâtiments, il faut y mettre du matériel qui coûte très cher. La technologie aujourd'hui est mature, mais elle coûte cher. Il faut acheter des tracteurs, il faut acheter des pulvérisateurs, il faut employer des gens. Vous savez tous le coût de la main-d'œuvre aujourd'hui. Derrière, il faut vinifier, il faut avoir du stock. Et donc, il faut pouvoir porter ce stock. Et donc, sans argent, c'est impossible, puisque ce que vous produisez, vous le vendrez dans le meilleur des cas entre 2 et 5 ans plus tard. C'est le dernier refuge du temps long.
vous allez tous travailler dans des entreprises où, en général, vos résultats vont être jugés au niveau du trimestre, si tout va bien, de temps en temps au niveau de l'année, mais à moins de rentrer dans l'aéronautique où il y a encore des projets sur le temps long, en dehors de la forêt et de la vigne, le monde entier ne vit plus dans le temps long. Je plante des vignes que je ne verrai jamais à maturité. La maturité des vignes, c'est à peu près 40 ans. Et mes enfants, peut-être, continueront à les cultiver. Le seul domaine qui est supérieur au niveau de la gestion du temps long, c'est la forêt, où en général, on plante pour ses petits-enfants. Donc le temps long n'est plus à la mode, et donc c'est pour ça que le vin n'intéresse absolument pas les entrepreneurs, puisque si vous entreprenez sur une industrie quelconque, et si votre produit marche, vous pouvez faire 8 heures, faire doubler, tripler, faire les 3-8, puis ensuite faire une autre usine, alors que dans le vin, la vigne, vous la plantez, elle ne vous obéit pas, elle met 4 ans avant de produire et 20 ans avant de montrer son potentiel. Donc vous devez aimer le temps long, vous devez être patient. Et aujourd'hui, plus personne n'est patient. C'est un marché totalement atomisé, ça n'existe plus. Si vous allez dans un supermarché, il vous reste à peu près une dizaine de marques de yaourt avec 3 multinationales, c'est pire pour la lessive. C'est pareil pour tous les produits, sauf dans le vin. Vous arrivez dans le rayon vin et vous vous retrouvez devant des centaines en fait, de vins dont vous n'avez absolument aucune idée de quoi choisir et pourquoi. Je vous rassure, j'ai beau avoir été meilleur sommelier de France, je suis dans le même cas. Il y a 22 000 caves particulières en France qui travaillent avec le monde entier, en fait, des cavistes, bien sûr, locaux, des restaurants, des cavistes en France, des cavistes à l'étranger, des importateurs, dans le monde entier. Donc c'est extrêmement atomisé et on peut aussi bien vendre en direct dans une région de production, vendre à des restaurants. Donc c'est multicanal, c'est pratiquement ingérable. C'est-à-dire que ça n'obéit à aucune règle commerciale de celle que vous allez apprendre à l'ESSEC. C'est un village planétaire. En fait, si j'étais un boucher, mon métier consisterait à accueillir un client dans ma boucherie qui viendrait me voir, qui passera à peu près 3/4 d'heure avec moi, comme on le fait dans une dégustation de vin, et qui demanderait à goûter toute ma viande, à essayer sans que je sois absolument certain qu'il achète quoi que ce soit. Et je lui raconterai ma vie, je lui raconterai mes expériences, je lui ferai visiter ma cave, il achèterait peut-être du vin. Et en même temps, dans cette boucherie, je serai capable d'expédier de la viande dans 80 pays, multilangages, en arrivant en fait à transpercer ces fameuses barrières qui sont plus des barrières administratives que des barrières sociales. Je vous assure qu'arriver à exporter du vin au Brésil ou au Maroc ou en Chine, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très compliqué qui vous demande en fait la performance que peut-être vous n'aurez même pas besoin d'avoir quand vous serez un jour cadre dans une multinationale. Et bien sûr, on est tout seul pour faire ça. Cette épicerie de quartier, en fait, multinationale, en fait, elle est aidée dans sa construction par le fait qu'il y a eu Internet, je vous en parlerai un peu après, et que donc, je suis un petit vigneron, j'étais ce matin dans mes vignes à 6 heures pour voir je suis en train de vendanger, j'étais en short, dégueulasse, j'avais pris un champ, je suis rentré, j'ai vu les vinifs, j'ai pris l'avion, c'est pour ça que j'étais grognon envers le professeur en arrivant, et je vais revenir demain, parce que en ce moment, je devrais être dans la campagne, en train de manger des figues, récolter des amandes, et vivre avec la nature. On doit vivre avec la nature, et en même temps, je dois être capable d'aller à Singapour, de rencontrer quelqu'un, d'organiser un dîner, un winemaker dîner avec le Clos des Fées, ou d'aller vendre mon vin dans le monde entier. Donc là aussi, il n'y a que dans le vin qu'on a ce genre de choses. Et enfin, c'est un monde de caste. Alors, je vous rappelle la notion de caste, hein, c'est la notion de caste à l'indienne. Vous la connaissez sûrement, certains d'entre vous peut-être sont indiens. Il y a tous les hors-castes, hein, c'est les purs. Donc, certaines personnes, vous avez peut-être vu ce film formidable où on voit la vie des hors-castes. Il y a des gens qui vivent en Inde et qui, de par leur naissance, vont être obligés toute leur vie de nettoyer les fosses septiques. Ils ne pourront que nettoyer les fosses septiques et ils devront en fait se satisfaire en fait, de ce que la vie leur donne, dans cette philosophie indienne et bouddhiste qui leur permet d'imaginer qu'ils vont ensuite avoir, s'ils ont eu un bon karma dans cette vie, s'ils ont accepté une réincarnation où ils progresseront dans l'échelle. Et bien en fait, je vous ai fait un petit dessin hier soir, qui vous montre en fait la pyramide des castes du vin en France. Au début, il y a les vins populaires, très impurs, les vins de marque, hein,
ce qu'on appelait avant les vins de table, qui sont vendus maintenant plus en bouteilles plastiques, mais en bibes. Ensuite, il y a les vins de classe inférieure, les grandes appellations dont plus personne ne veut aujourd'hui. Et puis, des vins moyens de classe moyenne, qui ont une appellation que vous connaissez tous un peu, qui vont, selon votre personnalité et votre vie familiale, évoquer quelque chose. On a tous un vin qui va plus ou moins évoquer quelque chose. Et ensuite, on va avoir les vins de l'élite, les appellations que vous connaissez, Chablis, Saint-Émilion, Châteauneuf-du-Pape. Et enfin, on va avoir une toute petite partie du vin. Ça représente quelques millions de bouteilles qui sont, je dirais, vendues aujourd'hui au-delà de 75 € au public. Et enfin, le tout petit truc rouge en haut, c'est une toute petite partie des vins qu'on appelle les vins cultes. Et c'est ceux-là dont vous en connaissez quelques-uns, au moins 2, je pense. Pétrus, tout le monde connaît Pétrus, je pense, et la Romanée Conti. Vous connaissez sûrement la Romanée Conti, vous avez entendu parler, ou Yquem, par exemple, vous en avez peut-être entendu parler. Vous en boirez, j'espère, dans votre vie ou pas, mais de par votre milieu social, vous avez dû entendre ces mots-là normalement. Et en fait, sans argent et sans moyens et sans rien du tout, la question c'est comment je suis arrivé à me positionner dans la petite flèche rouge en haut. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que je vais vous raconter parce que je me suis dit, les secs, la créativité, le commerce, ça peut les amuser. En 98, en fait, quand j'ai commencé à faire du vin dans mon garage, en octobre 98, et dans un autre garage, en fait, à Palo Alto, il y avait 2 mecs qui s'appelaient Serge Buin et Larry Page, qui créaient un petit truc qui s'appelle Google, en fait. Et donc, j'ai toujours été un peu branché informatique. J'avais un ami à l'INRIA qui était sur Internet un peu avant les autres. Et quand j'ai vu arriver Google, comme j'avais lu énormément de science-fiction dans ma jeunesse, j'ai vu en fait que tout allait changer. Que c'était en fait le premier média qui n'allait plus rendre le lecteur ou le spectateur captif. Jusqu'à présent, tous les autres médias vous volaient en fait de l'attention. L'affichage publicitaire, la télévision, la radio, on vous prend de l'attention pour vous injecter de la publicité et essayer de vous programmer sur acheter un produit. Et là, d'un seul clic, en fait, avec un site internet, et vous ne le croirez pas, mais il y a encore à peu près la moitié des vignerons français qui n'ont pas de site internet ou des sites absolument misérables, on pouvait en fait proposer au monde entier, expliquer en direct au monde entier qui on était. Et la révolution, elle a été totale. Vous êtes né avec Google. Quand vous êtes né, Google, vous êtes ce qu'on appelle les digital natives. Google existait, mais avant, on était obligé, pour communiquer avec les gens, de passer par des journaux, par des courriers qui coûtaient cher. On n'arrivait pas. Et là, on arrivait, en fait, à communiquer. Donc, la première chose que j'ai faite, bêtement, j'ai fait un site internet. J'ai développé petit à petit où j'ai simplement raconté mon histoire. J'adore raconter des histoires. Je suis un conteur. Et donc, est arrivé aussi le miracle des blogs. Alors les blogs, vous vous en souvenez pas, mais il y a eu un moment donné où tout le monde dans le monde écrivait des blogs, et où le blog, c'est un format très particulier, où on communique en même temps des choses, en même temps on vend, en même temps on essaie de convaincre, en même temps on peut transmettre. On fait beaucoup de choses dans un blog, mais on doit se dévoiler. C'est-à-dire, dans le blog, il y a une vision intimiste, en fait, qui vous oblige. Alors, certaines personnes en ont eu envie, en fait, de dévoiler leur vie. Et le blog a été balayé ensuite par l'arrivée de Facebook, puis d'Instagram, où là, on peut tout dévoiler de sa vie sans avoir besoin d'écrire. Une photo suffit. Plus on est déshabillé, plus on fait d'audience, surtout pour les filles. Et l'écrit n'existe plus, il n'y a que des moments plus ou moins fantasmés de sa vie. Moi, je reste dans l'écrit. J'ai eu une grande chance dans ma vie à l'école hôtelière. Je n'ai pas beaucoup appris de choses. Je sais faire les grands classiques de la cuisine française, donc je cuisine. Mais surtout, j'ai appris à taper à la machine, avec tous les doigts, sans regarder. Ça paraît idiot, mais je crois que c'est la chose la plus importante que j'ai apprise dans ma vie. Et comme je savais à peu près écrire, j'ai commencé à écrire mon blog, et je continue uniquement pendant les vendanges depuis plus de 15 ans. J'aime beaucoup revenir sur les premiers billets que j'ai écrits. Je suis d'une grande naïveté, j'arrive dans le milieu du vin, j'ai fait juste quelques bouteilles, et donc je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Mais je suis persuadé d'une chose, c'est que le produit est essentiel. Donc, dans tout ce que je vais vous raconter après sur ma vision un peu de ce qu'on appelle le marketing, parce que moi, je n'ai jamais fait d'études marketing,
Je ne sais pas ce que c'est le marketing en réalité. Je suis une sorte d'épicier libanais ou marocain qui est dans sa boutique et qui arrange bien ses oranges parce que si elles sont bien arrangées, il va en vendre plus que celui d'à côté. Et j'ai besoin de vendre. Hein. Je n'ai aucune... il y a beaucoup de vignerons en fait qui pensent que la vente c'est sale, c'est une sorte de prostitution. Moi, si je ne vends pas mon vin, je ne peux pas en refaire, donc je ne peux pas vivre ma passion qui est faire du vin. Il y a beaucoup de similitudes en fait entre certains artistes et le monde du vin. Dans le monde du vin, on est obligé d'être un gestionnaire tout au long de l'année, pendant environ 8 mois. On doit gérer des tracteurs, du personnel, des traitements, des choses pas agréables. Et à un moment donné, quand on arrive au vendange, on doit travailler avec une autre partie de son cerveau, plus artistique, et on doit ressentir en fait plus les choses. Donc, expliquer en fait ce que je ressentais m'a permis petit à petit de former autour de moi une petite communauté qui a cru à mon projet. Bon, alors, je ne vous ai pas mis de photos de terroir, mais je suis quand même installé dans un endroit absolument merveilleux. J'ai voyagé dans beaucoup d'endroits dans le monde. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont plus beaux et plus sauvages en fait que cette partie du Roussillon. J'ai fait le choix aussi de vivre ce moment-là. J'ai fait le choix d'aller vivre là-bas parce qu'on ne peut pas déplacer les grands terroirs. On est obligé en fait d'aller vivre aux côtés d'eux. Et la vie de vigneron, c'est une vie quand même où on est isolé. On est isolé parce qu'on vit au rythme des saisons. Plus personne ne vit au rythme des saisons. Et on vit au rythme de la terre. Donc malheureusement, on ne peut pas vivre une vie normale telle que celle qu'on la vit dans la ville. Petit à petit, j'ai monté une gamme de vins, en fait, avec un produit que je n'imaginais pas marcher, qui s'appelle Les Sorcières, et qui est aujourd'hui le vin qui a le plus de succès, que certains peut-être d'entre vous ont croisé, parce que j'en fais maintenant à peu près 200 000 bouteilles, donc c'est un vin qui est assez bien diffusé. Et cette image du clos des fées, c'était un clos qui était féerique, donc je l'appelais clos des fées, on est resté là-dedans, ça marchait bien, ça fonctionnait bien, c'était un peu avant Harry Potter. Et c'était avant, les gens n'avaient pas encore lu Le Seigneur des Anneaux, ni surtout vu les films, parce que personne n'a lu ni Bilbo le Hobbit, ni Le Seigneur des Anneaux. De rester dans ce vin simple, en fait, a bien marché. Et en 2001, j'ai acheté par hasard un petit bout de vigne qui me plaisait. L'endroit était beau. Au début, je n'avais pas d'argent, j'avais une vieille Renault 6. J'avais envie d'être dans des endroits beaux pour travailler. Et cet endroit, je l'aimais bien, ça s'appelait la Petite Sibérie, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai posé la question, on ne savait pas me répondre pourquoi ça s'appelait comme ça. Et au millésime 2001, j'ai ramassé vraiment des raisins qui étaient absolument magnifiques. Je me souviens encore de l'émotion que j'avais quand je suis rentré, après avoir vu les raisins juste à la veille des vendanges. Ma femme m'a dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Tu as eu un accident, il y a un truc ?» Je dis « non, j'ai juste vu des grenaches absolument magnifiques. » Et dans un coin du garage, il restait une toute petite cuve en plastique. On avait des cuves en plastique à l'époque. Et j'ai dit, je vais vinifier ce raisin séparément. Et très rapidement, au milieu de la fermentation alcoolique, il s'est passé quelque chose dans la cuve. Et j'avais, de par mon itinéraire précédent, mes expériences précédentes, la capacité, je crois que je l'ai toujours d'ailleurs, de détecter un grand vin au milieu des autres. J'avais été journaliste, j'avais été critique, j'avais été sommelier, j'avais acheté du vin. J'avais ces références qui me permettaient de voir un grand vin. Et j'ai eu vraiment la sensation d'avoir produit un grand vin. Et comme j'avais produit un grand vin, j'ai estimé qu'il fallait le vendre à un grand prix, en fait. Qu'il n'y avait aucune raison légitime de rester dans ma caste, en fait, et parce que ce grand vin était né dans un garage au fin fond du Roussillon et non pas dans un grand château bordelais ou dans un terroir prestigieux bourguignon, eh bien, il n'y avait aucune raison qu'il ne soit pas vendu au même prix. Et donc, j'ai positionné ce vin à un prix totalement délirant pour l'époque, qui était 200 € la bouteille, bien sûr. Que n'ai-je fait ? C'était le début des forums, Internet démarrait à peine, hein. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ça paraît si près, si loin en même temps. Et alors, ça a été un déchaînement de violence. Mais de quel droit ? Mais pour qui se prend-il ? Mais comment ? Un vin du Roussillon ? Mais c'est un scandale, etc. Avec des gens qui ne l'avaient jamais bu, jamais goûté, voilà. Mais finalement, petit à petit, les gens l'ont goûté, ils sont passés, ma cave est ouverte. Sur les 8 barriques produites chaque année, on continue à en boire une barrique avec les clients.
On continue à donner accès à ce qui est aujourd'hui un vin considéré comme un grand vin dans le monde entier. Et si un jour vous passez dans le Roussillon, et si vous venez au caveau, on vous fera avec plaisir déguster la Petite Sibérie. Je trouve que ma position aujourd'hui de réussite m'interdit absolument de fermer ma cave, comme le font la plupart des gens qui vendent cher, mais au contraire me donne une obligation de l'ouvrir et de former des gens à ma vision du grand vin. Est arrivé en fait ce moment extraordinaire où j'ai commencé à avoir quelques lecteurs sur le blog et bêtement des gens à qui je proposais sur mon site internet et si on restait en contact. Parce que je me suis mis à penser à cette histoire de jeu de loi. Vous savez ce que c'est un jeu de loi, vous n'y aviez jamais joué, malheureusement ça n'existe plus. C'était un jeu où on jetait le dé. Ah, oui, encore. Oui, mais il y a des gens d'un certain âge un peu dans la salle. Oui, il y a quand même des gens qui ont joué au jeu de loi. Bon. Alors, on jette un dé comme ça, et puis on avance de 3 cases, et parfois on va à la case, prenez une carte, avancer, reculer, tout ça. Et puis parfois on arrive au centre du jeu de loi, et on a gagné. Et donc je me revois très bien, dans les années 2008, par là, dire à mes collaborateurs, écoutez, je vous propose, on va proposer à nos clients un grand jeu de loi, et donc en fait, on va proposer aux gens de nous donner leur email et leur code postal, c'est important. Et à partir de là, on va leur proposer un certain nombre de choses. On va leur envoyer des lettres, on va leur expliquer comment on va leur écrire, on va leur proposer des expériences, on va les inviter à pas mal d'endroits, on va faire des trucs. Et en fait, on est allé vers les clients, on leur a écrit et ça a formidablement marché. Petit à petit, on a créé une communauté autour de nous qui regroupe aujourd'hui à peu près 10 000 personnes en France. Et on a toujours, nous, privilégié le marché français. C'est le marché où on est fort, c'est le marché qu'on connaît, c'est le marché où on a un contact vraiment charnel avec les gens, physique, donc on a proposé ça. Et est arrivé dans ma vie, en fait, un jour, quelqu'un qui s'appelle Seth Godin. Qui connaît Seth Godin? Vous avez entendu parler? Bon, il n'est pas très connu. Alors je vous encourage, si vous ne retenez qu'une chose de cette conférence, c'est de vous passionner, en particulier pour le dernier livre qu'il a écrit qui s'appelle « Ça, c'est le marketing ». Seth Godin, en fait, c'est l'inventeur du terme à l'époque où il était chez Yahoo, c'est un truc qui n'existe plus, c'était la préhistoire d'Internet, qui a expliqué qu'en fait, avec la montée en puissance d'Internet, on allait être submergé, en fait, par des informations et qu'on ne lirait que celles qui provenaient des gens dont on avait donné la permission de nous écrire. C'est le permission marketing. Si vous n'avez pas autorisé, c'était bien avant le consentement actuel, si vous n'avez pas demandé ou autorisé qu'on vous écrive, en fait, vous ne lirez pas. Et avec Seth Godin, j'ai mis des mots, en fait, sur cette chose que je faisais depuis toujours, qui est une sorte de marketing humaniste, où on va dire, c'est pas ça le marketing, c'est pas fatalement vendre des choses, c'est vraiment toujours réfléchir à ce qu'on fait et profiter en fait d'une chose. Le discours est totalement aujourd'hui, il y a une déglobalisation du discours, c'est-à-dire que je peux m'adresser directement à vous alors qu'avant je ne pouvais pas, et il n'y a plus de règles, il y a tellement de discours différents que vous pouvez avoir le vôtre. Le storytelling est devenu la chose la plus importante. Si vous savez raconter une histoire vraie, vous arriverez en fait à provoquer en fait un lien entre le client et vous. On peut s'adresser à des communautés différentes qui vont propager à votre place en fait votre message. On peut toucher émotionnellement les gens, c'est ce que je fais, mais du fond du cœur en racontant ma vie de vigneron. Je raconte aussi mes erreurs, mes difficultés, les affres en fait de la décision que je dois prendre. Et on peut être aussi agent du changement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je propose au marché un vin à 200 € et qui fonctionne, je disrupte totalement le marché et je propose en fait à d'autres vignerons d'essayer de tenter le grand vin et peut-être de le réussir. Et puis déranger l'inertie, le domaine de la caste, en fait, c'est exactement ça. Dans le vin, on a une particularité, c'est-à-dire qu'à Bordeaux, par exemple, on respecte le classement de 1855. Depuis 1855, les mêmes châteaux disent, voilà, on est les meilleurs du monde, et donc aujourd'hui, en 2022, on doit toujours être les meilleurs du monde. Mais qui lit encore les livres de 1855? Qui porte les vêtements de 1855? Qui imagine encore les voitures de 1855, si tant est qu'il y en ait encore beaucoup à l'époque?
Personne. Mais dans le vin, il y a une inertie mais colossale, colossale. Donc, quand j'arrive en fait avec des vins différents, en me disant ma qualité de vin mérite en fait que je sois considéré comme un grand vin, je viens totalement déranger l'inertie du monde du vin. Seth Godin, il dit ça, en résumé. Il dit qu'en fait, que l'important autour de vous, quand vous voulez vendre ou quand vous voulez défendre une cause ou faire quoi que ce soit dans la vie, il ne faut jamais se soucier de la taille de la communauté. La communauté minimale, ça peut être 10 personnes autour de vous, mais si c'est les 10 bonnes personnes ou les 20 bonnes personnes, petit à petit, la communauté va avoir un aspect viral et va se développer. Il va dire qu'en fait, le marketing aujourd'hui, c'est plus vendre n'importe quoi à n'importe qui, c'est raconter des histoires avant tout, des histoires qui sont vraies, qui sont sincères, d'accord ? C'est donner du sens à votre produit, à l'entreprise que vous créerez peut-être un jour, ou même l'entreprise dans laquelle vous allez travailler, à qui vous allez peut-être vouloir apporter du sens. C'est quand même une tendance très forte aujourd'hui dans les entreprises, quelle que soit leur taille. C'est créer du lien. Le lien social, vous êtes encore à l'école, vous en avez un, vous allez faire partie d'une communauté, mais dans le reste du monde, le lien social est totalement distendu. Je vis dans un petit village, dans les villes de province, et c'est terrifiant, les gens ne se parlent plus, c'est encore pire que la télé, le téléphone a tout remplacé, le soir, plus personne ne parle avec plus personne dans les rues sont vides, c'est terrifiant. Et quand on crée du lien à travers une aventure comme le vin, comme le Clos des Fées, eh bien on apporte bien autre chose que du vin aux gens. Et enfin, c'est proposer des expériences. On a changé de logiciel, donc le S a sauté. Proposer des expériences, par exemple, une fois par an, on loue l'hôtel Bristol et on invite nos clients, juste en leur redonnant de la marge, et on leur propose en fait des expériences. Ils viennent rencontrer tous les gens de l'entreprise, ils viennent déguster tous les vins, on leur offre toute la cave, des vins anciens, des vins en primeur, on leur propose des bonnes choses à manger. Quand on a trouvé des artisans intéressants, comme je vous ferai goûter ce soir. Et ces expériences, ça les marque. Et ils se disent, mais c'est formidable, comment c'est possible que ce soit un vin du Roussillon, que ce soit le Clos des Fées qui le fasse? Pourquoi c'est pas la Tour? Pourquoi c'est pas la Fitte? Pourquoi c'est pas Mouton? Pourquoi c'est pas le Clos Vougeot? Ben parce que je suis peut-être, j'applique un petit peu une certaine règle de l'innovation dont on parlera à la fin de cette intervention. Créer un nouveau Grand Cru, ça a été une nouvelle chose. J'en avais trouvé un par hasard. Il était arrivé dans ma cave sans que je l'ai vraiment prévu. D'ailleurs, j'ai dû faire un travail psychanalytique, vraiment, avec mon psy, que j'avais laissé à Paris parce que j'avais fini ma psychothérapie. Et, enfin, à peu près, on ne finit jamais sa psychothérapie complètement. Et j'ai dû faire un travail pour m'autoriser moi-même à vendre cher. Parce que le pire des choses limitantes dans la vie, c'est nous-mêmes. Je ne suis pas capable, je vais rater, j'ai peur de l'échec, je ne mérite pas, je suis un imposteur, je ne suis pas de ce milieu-là, etc. Vendre cher a été pour moi une sorte de plafond de verre qu'il a fallu que je transperce. Et une fois que je l'ai transpercé, je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas, en fait, tenter la vraie création d'un Grand Cru? Et est rentré dans ma vie à ce moment-là un auteur qui s'appelle Roger Dion, qui est mort il y a une vingtaine d'années, qui a été le grand historien de la vigne et du vin en France. Il a fait un livre magistral, bon, je vous le déconseille parce que c'est épais comme ça, qui s'appelle « L'histoire de la vigne et du vin en France de l'Antiquité à nos jours ». Et dans les annales de géographie de la ville de Lille en 1952, il pond un petit texte d'une trentaine de pages. Je donnerai les coordonnées, on le trouve sur Percé au professeur Xavier. Dans ce livre, dans ce petit digest, en fait, il explique, il s'appelle « La querelle des anciens et des modernes sur les facteurs de qualité du vin ». Il explique qu'il y a deux sortes de personnes aujourd'hui qui sont en train de se quereller. Il y a les modernes, dont vous faites sûrement partie, qui sont persuadés que tout vient du terroir dans le vin. C'est-à-dire que quand vous allez boire un Chambertin, un Saint-Émilion, vous pensez que la qualité vient du terroir. Et que donc, si sur ce grand terroir, sur le Mont Raché, par exemple, on plantait des poireaux, eh bien, les poireaux auraient un goût extraordinaire qui fait que le monde entier viendrait au restaurant du village manger des poireaux vinaigrettes et accepterait de les payer cher. Et en fait, dans ce petit texte qui vraiment pourrait changer votre vision du vin pour toujours,
parce que vous allez être confronté au vin tout au long de votre vie. Dans votre vie professionnelle, vous devrez choisir des vins, vous devrez parler à des passionnés, vous devrez apprendre en fait à trouver le bon vin par rapport au repas d'affaires que vous devrez faire. Eh bien, cette différence en fait entre les anciens et les modernes, c'est que les anciens, eux, ont peu de culture et savent que en fait, les facteurs de qualité du vin ne sont absolument pas liés au terroir, sauf en fait depuis environ les années 80, mais ils sont liés à plein de facteurs différents, qui sont des facteurs d'abord religieux. Toute la zone des grands crus bourguignons appartient à l'Église, en Champagne c'est pareil, qui sont des problèmes de politique en fait et de société. Les nobles font des bons vins, les roturiers en font des mauvais, qui sont des problèmes de guerre. On fait des barrières douanières et donc tout d'un coup il y a des circuits commerciaux vers l'Angleterre puis vers la Hollande. La Hollande a une route directe vers la Bourgogne, donc au moment où la Hollande dirige le monde pendant environ un siècle, eh bien les riches boivent des vins de Bourgogne, donc les vins de Bourgogne deviennent célèbres. Et à travers ces 30 pages, dans un français extraordinaire et avec une logique qui tue, il explique qu'en fait, les facteurs de qualité du vin n'ont rien à voir avec le terroir et que donc, désormais, maintenant que le monde a changé, qu'on est en 1952, dans toute la France, on va détecter les grands terroirs et faire des grands vins à l'intérieur. Et en fait, depuis 1952, il ne s'est rien passé, ou presque. Il y a eu une quinzaine de vignerons qui sont un peu sortis du lot, mais en fait, personne n'essaye de créer des grands vins parce que, comme le disait Bourdieu, les dominants, les grands crus classés, les appellations prestigieuses, ont expliqué aux dominés, les gens du Roussillon, qu'ils devaient se satisfaire de leurs conditions et être très heureux en fait, de continuer à faire des petits vins vendus pas cher. Le monde du vin, il est idiosyncratique. Ce mot, il est important. J'ai rencontré un gars un jour formidable, Xavier Rollet, qui a longtemps dirigé le London Stock Exchange, et qui m'a expliqué, qui a acheté un domaine dans le Rhône, qu'il avait mis 7 ans à comprendre que le monde du vin est idiosyncratique. Qu'est-ce que c'est un monde idiosyncratique? C'est un monde qui obéit à des règles qu'il a créées lui-même et qui n'ont rien à voir avec les règles d'ailleurs. Le monde du vin, le marketing du vin, ce n'est pas le marketing d'ailleurs. La commercialisation du vin, ce n'est pas la commercialisation d'ailleurs. Donc il faut comprendre en fait comment fonctionne le monde du vin pour arriver à respecter ces règles et les suivre. Sinon, le monde du vin vous rejette. Donc, je me suis dit, voilà, quel est en fait le plus grand tabou en fait dans le monde du vin aujourd'hui? C'est le pinot noir. Quand je dis tabou, c'est vraiment un tabou religieux, comme on peut l'entendre parler dans les îles de la Sonde, où on vous dit, voilà, un tel, pourquoi il est mort? Il est allé profaner le cimetière des anciens, c'était tabou, et donc il est rentré, il est tombé malade, et en 6 mois, il est mort. Ça, c'est un vrai tabou. C'est quelque chose qui vous conditionne tellement que si vous franchissez ce tabou, il va vous arriver une conséquence physique. Le pinot noir, on n'a pas le droit d'en planter, c'est réservé aux bourguignons. Si quelqu'un d'autre en plante en dehors de la Bourgogne, ça va faire de toute façon de la merde, ça ne fera jamais rien. Moi, j'ai sourcé à l'intérieur de ma région un coteau entier que vous voyez en vert, et petit à petit, j'ai remembré tout le haut, en fait, toute cette partie qui est en bas pour vous. Et il y a aujourd'hui 10 ans, j'ai planté 1,70 hectare de pinot noir. Et j'ai commencé à faire du vin. Et l'année dernière, j'ai rencontré un type extraordinaire, Jean-Yves Bizot, qui est un des vignerons cultes aujourd'hui en Bourgogne. Un vigneron culte, c'est un vigneron où les vins atteignent des prix sur le marché gris, sur la revente, qui n'ont aucun sens. Alors ça peut vous paraître bizarre, parce que lui, il a vendu aujourd'hui un Jéroboam, c'est-à-dire 4 bouteilles de son vin, vient d'être vendu 56 000 € aux enchères, alors que lui, au début, l'a vendu 600 €. Et vous vous dites sûrement, mais qu'est-ce qui pousse un homme, parce qu'en général, ce sont des hommes, à acheter un Jéroboam aussi cher? Eh bien, vous le verrez dans votre vie, le problème dans la vie de l'entrepreneur, ce n'est pas tant de gagner de l'argent, et en fait, c'est de le dépenser. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme de 40, 50 ans, qui avait atteint un succès extraordinaire dans votre vie, et que vous avez des revenus très importants, quand vous avez déjà 3 maisons, 4 voitures, un bateau, une femme, une maîtresse, des enfants, en fait, vous ne savez pas, 10 montres, vous ne savez pas comment le dépenser. Eh bien, le vin, c'est un excellent moyen de le dépenser. Et le gars qui a acheté une des 6 doubles magnum de Von Romanet les Rachets de Jean-Yves Bizot et qui va un jour les ouvrir avec ses meilleurs potes, qui en général sont à peu près du même milieu que lui, eh bien, il va détruire de la valeur dans une joie et une bonne humeur complète, parce que finalement, 50 000 € pour lui, c'est
pas vraiment grand-chose. Donc Jean-Yves, non content de vendre des vins aussi chers, mais il ne sait même pas pourquoi ça lui arrive, c'est un gars très simple, il roule en Peugeot, il est habillé comme vous et moi, il n'a rien changé à sa vie. On s'est mis à faire un vin ensemble, sous une forme de vinification très particulière, qu'on appelle grappe entière, dans une forme très liée en fait un peu au zen, de non-agir, c'est-à-dire de laisser en fait les choses se faire sans soufre, non égrappé, pour essayer de retrouver le vin tel qu'on le faisait peut-être dans l'ancien temps. Et ça ne va pas vous intéresser, ce vin s'appelle Sans phrase pour éventail. Il est sorti l'année dernière et c'est le vin dont le professeur Pavie parlait. Ce vin a été vendu déjà très cher en départ du domaine, autour de 360 €, ce qui est exorbitant par rapport au marché du vin actuel et bien sûr du Roussillon. Et immédiatement, le marché mondial s'en est emparé. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, tout le monde est au courant que ce vin existe. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a eu aucun article, à part dans le journal local. Je n'ai pas fait de buzz, tout ça. Mais j'ai des cavistes de Romorantin ou de Taïwan qui m'appellent en disant comment je peux avoir de ce vin. Et c'est un grand miracle pour moi. Et une grande satisfaction. Pourquoi Sans phrase pour éventail? En fait, c'est tiré en fait d'un livre très particulier qu'a fait Paul Claudel en rentrant de son voyage au Japon, où il a essayé de redéfinir l'art du haïku japonais avec de la poésie. Et mon graphiste m'a proposé en fait de prendre un de ces haïkus et d'en faire un arbre et d'avoir toute une histoire autour de ce vin. Ce vin n'est pas très concentré, il est extrêmement léger en fait, mais il provoque, de par sa gamme aromatique et son goût, une sensation absolument unique qui ouvre en fait quelque chose en vous. Et je ne sais pas si vous connaissez ce mot, c'est le mot numineux, en fait, qui est assez peu connu. Quelque chose de numineux, c'est une expérience, dans ce cas-là, la dégustation d'un vin, qui vous donne la certitude que quelque chose existe au-delà de vous et que vous y êtes connecté. C'est quelque chose qui a été développé par Jung aussi, et qui explique en fait que quelque chose de lumineux vous prend et vous transporte en fait hors de vous dans une dimension de ressenti qui n'a plus rien à voir avec l'expérience d'origine. Enfin, pour finir, je vais vous proposer cette chose qui m'a été donnée en cadeau par une consultante qui m'a un jour interviewé sur le temps long et qui m'a dit qu'elle faisait en fait des séminaires sur le temps long et justement l'innovation pour expliquer combien dans les entreprises on avait oublié le temps long. Et quand elle m'a montré, en fait, c'était pas mis en pêche comme ça, ces 10 succès universels qui régissent l'innovation, je me suis dit que c'était le moment de vous en faire cadeau ce soir, parce que je les ai abondamment regardés dans tous les sens, et en fait, je pense qu'ils sont totalement vrais et totalement actuels, en fait. Transformer son handicap en atout, c'est à l'origine, en général, c'est à l'origine de la plupart des innovations, la clé de tout. Venise, on met 200 juifs, un pogrom, dans une horrible marécage où on pense qu'ils vont mourir, et un siècle plus tard, Venise dirige le monde. Transformer un handicap en avantage, c'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas d'argent, j'étais avec des vieilles vignes, je ne faisais pas de rendement, mais j'ai cru en moi et j'ai transformé ce handicap en disant je fais ces vins-là, ils sont uniques, je vais essayer d'en faire une innovation. Tout le reste, en fait, c'est assez clair. Je pense que je n'ai pas besoin de le développer. Mais j'aime beaucoup être plus agile et plus rapide que ses concurrents. Je n'ai pas vraiment de concurrents aujourd'hui, mais c'est vrai que j'emploie aujourd'hui des techniques où j'agis beaucoup plus vite que certains de mes confrères qui, malheureusement, sont toujours restés dans leur caste, qui n'arrivent pas à bouger de leur tube dans lequel ils sont enfermés, ou s'enferment eux-mêmes, en fait. Vous connaissez tous l'histoire de la puce qui peut sauter 35 cm de haut. Et en fait, on met le bébé puce dans une bouteille avec un bouchon qui fait 20 cm. Et petit à petit, la puce grandit en sautant 20 cm. Et quand on enlève le bouchon et qu'on libère la puce, elle saute que 20 cm. Parce qu'elle est persuadée qu'elle peut sauter que 20 cm, en fait. Je suis persuadé que vous pouvez sauter plus de 20 cm. C'est la fin de cette intervention parce qu'il faut qu'on déguste quelque chose, il faut que je vous en parle. C'est pas vrai, ça, il a dit je planterai un pommier. Mais j'ai trouvé ça marrant en fait de dire qu'il aurait pu quand même planter une vigne. C'est sous un pommier que Jung d'ailleurs a découvert le concept de la synchronicité,
que vraiment je vous encourage à vous poser des questions et à creuser le sujet parce que ça pourrait provoquer des choses très intéressantes dans votre vie. Ah, ça, je n'ai pas le temps de vous le dire, je suis désolé, c'était intéressant, mais ça sera une autre fois. J'ai une règle. Attendez, Xavier, ne prenez pas. Alors, un mot sur la dégustation. Xavier m'a dit, il faut qu'on déguste quelque chose. Je lui ai dit, oui, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas, moi, être là derrière vous en train de vous expliquer ce que vous deviez ressentir. Ce n'est pas une dégustation, c'est une expérience que je vous propose. Je vous propose une expérience avec deux choses. J'ai fait livrer lundi, ça nous a posé beaucoup de problèmes parce que l'ESSEC, c'est vraiment grand, un fromage, en fait, qui est très particulier, qui a été créé par un ami à moi qui s'appelle Dominique Boucher, qui a eu un jour l'idée, pendant un voyage en Australie, il a rencontré un gars qui mettait des fromages dans la cire, en particulier des brie. Vous savez, comme les fromages hollandais, on les met dans la cire. Et lui, la légende dit que dans la nuit, au retour du voyage, s'est dit, ah voilà, tout ça. Quand on fabrique un roquefort, je ne pense pas que vous sachiez comment on fabrique un roquefort, on fait des gros caillés et on les ensemence en fait avec du Penicillium roqueforti. Et ensuite, on les met dans ce qu'on appelle les fleurines, les grandes caves de roquefort, où il y a beaucoup d'humidité. Et pour que le fromage tienne, on est obligé de le saler autour pendant tout le moment où le bleu va se former à l'intérieur du fromage. Et après, on met du papier aluminium pour l'envoyer. Lui, il s'est dit, si je remplace en fait le sel par de la cire, je ne vais plus avoir besoin de saler le fromage. Il a commencé à tremper des roqueforts dans la cire. Il s'est rendu compte qu'au bout de 3 mois, le roquefort allait par là et son fromage allait par là. C'était complètement différent. Donc là, vous allez voir, on a coupé ces gros fromages qui ne sont plus des roqueforts, puisqu'ils ne respectent plus le décret d'appellation, et on va vous en tartiner en fait un petit peu sur un petit bout de pain. Et on va vous proposer à côté une petite quantité. Ne croyez pas que c'est parce que l'ESSEC est radin, c'est parce que je leur ai dit que ça suffisait. Vous allez voir, c'est une sorte d'élixir très concentré, c'est un vin liquoreux que j'ai produit et qui va extraordinairement bien avec ce fromage. Il y a un mariage, il y a ce qu'on appelle l'harmonie des mets et des vins, qui peut-être, dans certains d'entre vous qui viennent d'une autre culture, n'avaient jamais vraiment ressenti comme étant le mariage entre l'harmonie et des mets et des vins. Par exemple, les Chinois, et ça a été ma grande surprise en visitant la Chine continentale, ils mangent et après ils boivent. Et dans leur esprit, il n'y a pas de notion d'harmonie des mets et des vins. Alors que nous, c'est un fondamental de la culture gastronomique française. Donc là, normalement, vous devriez pouvoir avoir chacun, s'il vous plaît, de le faire dans une sorte de discipline, d'avoir deux dégustations, 2 petits morceaux de fromage et 2 petites gorgées de vin, tout simplement parce qu'il faut que le vin soit très froid, et c'est un peu compliqué, vous allez voir. Et donc, goûtez, savourez, et si vous aimez ça, en fait, vous aurez à nouveau ensuite une autre petite dégustation. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Hervé Bizel, pour votre discours, votre conférence. Ce que l'on va faire on est en train de finaliser la préparation. Je vais appeler très rapidement les étudiants qui ont préparé des questions à monter sur scène pour poser les questions de manière très rapide. On peut peut-être allumer la salle complètement pour à la fois les questions, puis ensuite déguster. Alors, d'abord, merci beaucoup pour la conférence. Alors, ma question est, considérant le réchauffement climatique qui engendre toujours plus de gel, de grêle, que les canicules telles que celles que nous avons vécues cet été vont être monnaie courante dans 10 et 20 ans, et qu'à cela va s'ajouter le challenge de l'usage de masse d'eau pour les activités agricoles, comment vous voyez le futur de votre métier dans 1 ou 2 décennies ? Bon, alors clairement, l'irrigation de la vigne, ça n'est pas un sujet. Je vous conseille d'utiliser votre cerveau pour penser à autre chose. Jamais le monde n'acceptera qu'on utilise de l'eau pour irriguer des vignes, pour faire du vin. Ça n'a pas de sens. On en a besoin pour boire, on en a besoin pour se laver, on en a besoin pour cultiver des légumes, des fruits. Mais le vin, c'est un produit qui n'est absolument pas de nécessité humaine. Donc, le jour où il y aura moins d'eau ou plus d'eau, eh bien, clairement, on n'arrosera jamais les vignes. Et s'il y a quelques initiatives qui sont autorisées aujourd'hui, c'est parce qu'il y a encore quelques canaux de la Durance, du Rhône qui permettent d'avoir de l'eau abondante. Mais si l'eau se réduit, ce qui est votre question, la vigne ne sera pas irriguée et on devra la planter dans d'autres endroits que ce qu'elle est plantée aujourd'hui. Voilà. Alors sur le dérèglement, un petit mot, ça n'est pas un réchauffement. Le réchauffement climatique, ça n'existe pas. Le dérèglement climatique, ça existe. Parfois, ça réchauffe et puis parfois, ça refroidit. Vous avez peut-être vu, il y a beaucoup de théories.
qui ne sont pas du tout complotistes, de gens très, 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 très scientifiques, qui disent si les banquises finissent de fondre, le Gulf Stream va s'arrêter, ce qui est logique, et si le Gulf Stream s'arrête, sur la Bretagne et la Normandie, je peux vous assurer que la côte anglaise, ce n'est pas du réchauffement qu'ils vont avoir, c'est une mini-ère glaciaire. Donc toutes les régions, tout le paradigme en fait du vin, qui était les meilleurs coteaux, plein sud, caillouteux et pauvres font les meilleurs vins, est complètement en train de changer. Dans mon cas, vous allez peut-être penser, vous êtes dans le Roussillon, très chaud. Et oui, mais moi, les vignes, elles sont déjà adaptées. Ça fait 100 ans qu'on cultive des vignes sous ce climat-là. Donc il y a des systèmes de taille, le gobelet, il y a des systèmes où le feuillage protège mieux la vigne. Et puis surtout, il y a des vrais dérèglements, c'est-à-dire que je suis à 10 km de la mer. C'est à peu près 200 km au nord de Barcelone. Donc toute cette partie en fait, de l'Empordà a des entrées maritimes. Et aujourd'hui, le vent dominant a changé. On n'est plus en tramontane, on est en marin. Donc en fait, cette année, malgré la canicule et malgré la sécheresse, les vignes sont vertes, les raisins magnifiques, parce que j'ai eu des entrées maritimes, alors qu'avant, j'aurais eu peut-être de la tramontane. Donc rien n'est fait, mais à terme, il faudra peut-être retrouver des nouveaux terroirs plus au nord. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience et votre parcours. Et j'ai quelques questions à vous poser. Et en ce moment, dans le monde, il y a une grande tendance vers tout ce qui est organique, biologique. Et est-ce que ceci touche aussi la production de vin et comment ça peut changer la production de votre vin ou les produits, les vins? Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des nouvelles tendances innovantes dans la production de vin qui ont commencé d'exister il n'y a pas longtemps, peut-être? Alors, la tendance organique, c'est pas pour moi, c'est une tendance qui est marginale dans la mesure où vous êtes formaté à écouter un label. C'est-à-dire qu'en fait, le label bio, si vous le regardez de près, et en général, vous avez des cerveaux, vous devriez le regarder, le label dans le vin, par exemple, bio-américain, bio-suisse, bio-anglais, maintenant bio-européen et bio-chinois, il n'a rien à voir. Donc vous pouvez utiliser dans le bio-allemand des produits qui sont rigoureusement interdits. C'est une forme, en fait, de considérer qu'un produit de synthèse est pas bon par rapport à un produit biologique. Cette opposition, elle était vraiment valable dans les années 70 où on aspergeait toutes les cultures de saloperie. Aujourd'hui, tous les vignerons qui sont encore vivants ont cette culture-là, le labour est revenu, les produits de toute façon sont tellement chers, tellement compliqués, et aujourd'hui on est tous engagés dans des démarches de biocontrôle où globalement l'utilisation de pesticides va diminuer petit à petit chez tout le monde, et certains bio sont un petit peu en avance, mais par rapport aux autres. Sur les tendances fortes, eh bien, je crois que vous êtes la génération des vins nature, hein, ça c'est clair. Vous connaissez peut-être pas la Romanée Conti, mais vous avez tous bu des vins nature, vous allez dans des bars à vin. On vous explique en fait qu'avant d'être bon, un vin doit être vrai, et que si le vigneron est gentil, s'il est pauvre, s'il est méritant, et même s'il a fait en fait du vinaigre, vous devez l'aimer. C'est un débat dans lequel j'aurais du mal à rester. Moi, j'applique mes propres normes, et j'estime que ce que je dois au consommateur, c'est lui garantir qu'il n'y a pas de résidus de pesticides dans mes vins. Donc chaque année, je fais une analyse que je publie sur mon site internet, et je dis voilà, dans mes vins, il n'y a pas de résidus de pesticides, ou cette année, j'ai eu tellement de mildiou que j'en ai une. Ça m'est arrivé une fois, mais en général, j'en ai pas parce que je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'utiliser tout ça. Et donc, le problème, pour moi, ne se pose pas. Mais la nouvelle tendance forte au niveau mondial, c'est vraiment le vin nature, c'est-à-dire je ne fais rien, mais je suis sympa, donc vous devez boire mon vin. Voilà. Merci beaucoup. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre échange, pour nous avoir expliqué votre parcours. Et du coup, ma question, c'était, donc on sait tous que le vin français tient quand même à un prestige assez mondial de par la culture française, mais aussi des terroirs français. Et je voulais savoir si vous pensiez que certains vins internationaux peuvent ou commencent déjà à rivaliser avec des vins français, et si oui, lesquels, d'où viennent-ils? Écoutez, bien sûr, je viens d'apprendre ce matin que le Clos des Fées faisait partie d'un palmarès qui vient de sortir d'une grande revue américaine. On est rentré dans les 100 meilleures wineries du monde, et en fait, il n'y en a que 15 en France, hein, donc il y en a quand même 85 dans le reste du monde. Donc ça veut dire qu'on fait des grands vins partout. On fait des grands vins partout parce qu'on a beaucoup exporté notre savoir-faire œnologique. L'œnologie est née à Bordeaux dans les années 60, elle s'est développée jusqu'aux années 80. C'est très récent, hein. Pasteur, c'est 1900, hein, l'invention de la découverte de la fermentation alcoolique. Donc il y a beaucoup de gens
qui se sont mis à faire du vin. Et aux États-Unis, et c'est une des raisons du prix de la Petite Sibérie, quand il s'est agi de fixer le prix de ce vin que je voyais vraiment être hors du commun, j'ai un ami qui rentrait d'une tournée avec les Bordelais dans les États-Unis et qui m'a dit qu'il avait fait la tournée de tous les wine shops à San Francisco, Los Angeles et New York, et qu'il était fasciné parce qu'il avait vu une centaine de crus américains qui étaient vendus $200 et plus. Et le $200 m'est resté, j'ai dit, ben voilà. Mais il y a énormément de grands vins dans le monde entier. Il y a des grands vins espagnols, il y a des grands vins italiens, il y a des grands vins américains, il y a des grands vins en Afrique du Sud, il y a des grands vins partout. Après, il y a quand même une tendance, pour répondre un peu à votre question qui était excellente, il y a une tendance à aller vers des vins avec moins d'alcool, plus de fruits, qui correspondent à quelque chose de plus buvable, contrairement à ce que ça a été dans les années 80, où la critique anglo-saxonne et en particulier américaine maîtrisait le monde du vin, et où en fait aux États-Unis, je suis désolé si parmi vous certains sont américains, mais en fait plus c'est gros, plus c'est bon, quoi. Plus le steak est gros, plus il est bon, plus la patate est grosse, plus c'est bon, plus les frites sont longues, plus c'est bon, plus la voiture est longue, plus la maison est grande, plus ma femme a des gros seins, plus j'ai réussi dans la vie. Je ne pense pas que ça soit une vision européenne, où en fait, moi je sais travailler le juste. Je veux des vins qui donnent du plaisir à table dans le cadre de ce repas gastronomique français qui est rentré au patrimoine de l'UNESCO, et ça me réjouit. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, et merci beaucoup pour cette présentation captivante. Alors ma question est la suivante. Vous avez été journaliste, enfin vous êtes toujours blogueur, et j'aimerais savoir quelle liaison faites-vous entre ces deux métiers? Alors, je suis blogueur, parfois je suis blogueur déprimé, hein, parce que j'ai 800 abonnés sur mon blog, 200 lecteurs, les bons jours. Je blogue vraiment pour moi, je ne suis pas persuadé du tout que mes enfants prendront la suite, et après tout, pourquoi pas, je n'ai pas de fantasme de transmission. Mais le fait d'écrire un blog, c'est comme écrire une sorte de journal intime dans lequel on ouvrirait en fait un peu son cœur et sa vie à des gens. Donc mon blog, il est très particulier. Vous avez vu, je ne suis pas que vigneron, donc j'y mets de la musique, j'y mets de la philosophie de comptoir, j'y mets un peu de développement personnel, je saupoudre tout ça, j'y mets des photos magnifiques parce que je vis dans une région tellement belle que dès que je sors mon appareil photo, je prends une belle photo. Mais l'écrit n'a jamais été aussi important. Aujourd'hui, savoir écrire, prendre le temps d'écrire, même un petit commentaire sous une photo ou une légende, qui est la chose la plus difficile à écrire sur la légende d'une photo, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Donc le succès du Clos des Fées doit beaucoup à cette capacité que j'ai et qui n'est pas donnée à tous les hommes. Je suis désolé, il y a des jeunes hommes dans la salle. Je pense que un des grands travaux pour un homme dans sa vie personnelle, c'est d'arriver à mettre des mots sur ses émotions et à les exprimer, en fait. Et moi, j'y suis arrivé, et donc j'essaie de le mettre dans le blog. Et donc, quand je fais une dégustation, je ne fais plus beaucoup de salons, mais quand je vois arriver quelqu'un, à son langage non verbal, je sais tout de suite s'il a lu le blog ou pas. Et à ce moment-là, il me connaît, comme vous me connaissez. Vous savez que j'ai un peu de recul, un humour de gamin, que je suis encore connecté à l'enfant intérieur que j'ai été. Je ne me prends pas au sérieux, je ne fais pas ça pour l'argent. Et donc, je suis toujours passionné. Et s'il y a quelqu'un qui commence à m'attaquer sur le prix des vins en me disant « mais quand même, de quel droit ?» Tout le monde autour se tait, commence à sourire et attend en fait que je lui tombe dessus parce que lui, il n'a pas lu le blog. Donc, l'écriture, c'est vraiment important pour moi. Voilà, ça me fait du bien aussi d'écrire une fois par an. Après, le rythme du feuilletonnage quotidien, il est tellement prenant que je rentre dans une sorte de tunnel dans lequel je ne peux plus regarder la télé, je ne peux plus m'arrêter. Je pense entre mes vinifications, ma vie d'écrire la photo. C'est un multimédia, donc je suis totalement enfermé pendant 1 mois et demi dans cette démarche, mais elle me comble, elle me donne beaucoup. Merci infiniment. Merci pour ce message authentique.